Merci d'être présent dans cette salle de l'hémicycle pour cette première conférence de la journée sur le féminisme est-il soluble dans la zététique ou l'inverse d'ailleurs, on y reviendra. Je vais vous présenter nos trois intervenantes du jour et puis je vais juste vous préciser que évidemment vous aurez la possibilité d'échanger avec nos intervenantes. C'est même d'ailleurs le fondement même de cette conférence. Moi, je suis là uniquement pour faire respecter le timing, puisque vous le savez, on va avoir d'autres conférences vont se succéder, même si évidemment, je me permettrai, mesdames, de distribuer la parole au public, voire de vous couper pour qu'on accélère un petit peu si besoin. Voilà, la règle du jeu étant établie, je vous propose qu'on démarre sans perdre de temps. Je vais donc vous présenter nos trois intervenantes. On va commencer par Irène Courtin, qui est doctorante en sociologie, militante féministe et libertaire, attachée à la pensée critique. Je reprends les petites bios qu'il y a sur le site internet du REC. Je n'ai rien inventé. Elles ont été validées, donc je vais vous présenter comme ça. Rien ne vous empêche évidemment d'en dire davantage tout à l'heure. À vos côtés, Irène, nous avons Charlotte Barbier, qui est doctorante et vulgarisatrice. Votre thèse porte sur la notion d'esprit critique en éducation. Vous traitez des sciences sociales sur YouTube avec votre chaîne Les Langues de Chat. Et puis enfin, Pauline Botti, bonjour Pauline, qui est professeure en collège, vulgarisatrice et militante féministe, passionnée de sciences humaines et sociales, créatrice de la chaîne YouTube La Mal Biaisée. Voilà pour les présentations. Je suis Priscille Lacombe, je ne l'ai pas fait et je suis journaliste et ravie d'être sur cet événement. C'est une première pour moi, mais je le trouve tellement intéressant que je suis sûre que je vais être aussi intéressée que vous tous. Alors on commence peut-être sur cette thématique. Le féminisme, est-il soluble dans la zététique ou l'inverse? Pourquoi c'est important qu'on pose cette question au premier tour de table? Qui commence? Allez, mesdames, il en faut une qui se lance. Ça marche, c'est bon. Je crois que ce qui a peut-être motivé cette table ronde, c'est aussi un constat que dans les milieux dits sceptiques et zététites, on trouve assez peu de femmes, finalement, en termes de proportion et surtout en termes de visibilité. En fait, dans certaines associations, même si finalement on croise des femmes, elles ne sont pas visibles, elles ne sont pas reconnues dans ce milieu. Quand on regarde, par exemple, les vulgarisateurs sur YouTube qui parlent de scepticisme et de zététique, les grands noms qui reviennent, c'est toujours des hommes. Et donc, ça pose déjà un peu cette question, ce constat, de dire qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est les femmes qui s'y intéressent pas? Est-ce que les femmes ne font pas preuve d'esprit critique? Bon, je crois pas, évidemment. Et donc, c'est une des premières motivations. Et aussi le constat de tension, parfois, qu'il peut y avoir entre des militants et militantes féministes et les milieux sceptiques. Vous partagez, mesdames? On va faire un premier tour de table sur l'importance de cette question. Oui, bien sûr, je partage le constat aussi. Je rajouterais que plus que soluble ou pas soluble, on va discuter plus largement des relations entre scepticisme et féminisme. Je pense que Charlotte reviendra aussi sur un peu les définitions aussi, qu'est-ce que c'est le scepticisme, l'esprit critique, etc. Et puis voilà, on partagera des expériences personnelles et puis peut-être des pistes de réflexion aussi sur ce que peut apporter le féminisme au mouvement sceptique. Et puis peut-être aussi, nous, en tant que féministes, à quoi nous servent les outils critiques qu'on a pu s'approprier. Voilà. Très bonne idée. Pauline, d'abord, une réaction sur cette thématique. Eh bien, alors je sais pas, mon micro fonctionne? Oui, c'est bon. Mettez-les très près de la bouche, on vous entendra très bien. Comment j'ai le micro? Exactement. Oui, déjà, première chose, c'est quand on dit le féminisme est-il soluble dans la zététique, c'est donc autant la zététique c'est bien défini, autant le féminisme, moi ça me pose un problème parce que quand on parle de féminisme, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs mouvements, il y a plusieurs idéologies. Il va falloir aussi parler de ça, des différents courants, parce qu'il y a certains courants qui ne sont pas solubles dans le scepticisme. Hein. Quand on a préparé la table ronde, on en a parlé. Et inversement, quand on parle de scepticisme, est-ce qu'on parle de scepticisme, de rationalisme? Quel type de scepticisme? Quel courant? Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Peut-être qu'on peut commencer par ça, alors allons-y. Faisons le point sur ce qu'est le féminisme et les différents courants. Qui commence? Allez-y. Tout le monde va parler de toute façon, donc allez-y. Mais on pourrait commencer par faire ça pour l'esprit critique et le scepticisme. Allez, si tu veux ça. Je pense que ce sera plus simple, en plus, peut-être. Alors après... Bon, forcément, il n'y a pas de consensus sur ces termes. Je pense qu'on peut considérer que si on distingue scepticisme et zététique,
que la zététique, c'était à l'origine l'idée de tester des prétentions et des affirmations paranormales extraordinaires en utilisant des outils, des démarches, des méthodes qui sont issues des sciences expérimentales et des sciences naturelles. Donc ça, c'était un peu à l'origine. Oui. Puis ça a été utilisé comme un moyen de sensibiliser aux questions de démarche scientifique dans des cours à l'université, par exemple avec Henri Brock. Et puis on a le scepticisme. Alors là, c'est compliqué parce qu'on a le scepticisme antique d'un point de vue philosophique, on a le scepticisme scientifique qui est plus proche d'une forme de rationalisme. Et aujourd'hui, on va dire ce scepticisme, ça regroupe un ensemble d'acteurs, un ensemble de pratiques, un ensemble de principes qui ne sont pas toujours en accord. Donc, par exemple, on peut avoir des principes d'humilité intellectuelle, voilà ce genre d'idées, et puis qui sont des fois en pratique, forcément, quand on est face à des individus un petit peu différents. Mais d'ailleurs, même le rationalisme est un courant philosophique, et c'est encore pas tout à fait ce qu'on observe dans la vulgarisation lambda sur Internet. On est plus proche, on n'est pas exactement dans le scepticisme scientifique encore. Ce sera peut-être ce qui se rapprochera le plus de ce dont on va parler. Et l'esprit critique, par contre, donc, c'est plutôt considéré dans la plupart des travaux comme un ensemble de compétences et d'attitudes qui sont associées à des connaissances, qui nous permettent d'exercer une pensée qui est réfléchie, qui est raisonnable pour prendre des décisions sur ce qu'on doit croire ou ce qu'on doit faire. Donc on peut faire des liens entre le scepticisme, il peut nourrir l'esprit critique, mais c'est pas du tout des synonymes. Et c'est pas forcément évident en plus. Donc ça c'est pour le scepticisme, pour le féminisme alors. Vous m'avez dit que ça va être plus compliqué. On va essayer de vulgariser, de le faire simple. Oui, alors en quelques mots, le féminisme contemporain, on va dire plutôt dans le contexte français pour simplifier, il est parfois appréhendé comme étant le fruit de plusieurs vagues, même si c'est une simplification et que c'est débattu par des historiens, des historiennes, voilà, qui ont leurs propres caractéristiques. Par exemple, le féminisme des années 70, c'est un féminisme plutôt matérialiste, qui s'est attaché à analyser les rapports domestiques, la politisation de l'intime, etc. Quand on parle du féminisme, disons, on va dire de la dernière vague ou le plus contemporain, on va davantage penser à des notions comme la notion d'intersectionnalité. Il y a peut-être des incompréhensions qui vont entourer ça aussi. Alors, c'est à nuancer parce qu'en fait, ce qu'on retrouve dans le féminisme contemporain, en fait, il y en avait déjà des racines dans les vagues d'avant. Oui. Mais donc déjà, il y a cet aspect historique-là à prendre en compte. Et puis ensuite, il y a aussi des ancrages politiques différents, tout simplement. Hein. Un féminisme, je sais pas, communiste ou anarchiste, il ne va pas se positionner de la même façon qu'un féminisme beaucoup plus libéral, par exemple. Donc ça fait déjà pas mal de choses à prendre en compte. Et même sans parler de vagues, dans les vagues elles-mêmes, il y a différents courants, puisque tu as parlé du matérialisme. Le matérialisme a été contemporain aussi du différentialisme. Quand on parlait des différents courants qui sont solubles ou non, autant le matérialisme peut, dans certaines mesures, être favorable à l'esprit critique, autant le différentialisme, clairement, va contre la science, puisque l'idée du différentialisme, c'est un féminisme qui se base sur un essentialisme des hommes et des femmes, qu'il y a des différences inhérentes et que c'est ce qui justifie que, par exemple, les femmes soient à la maison et les hommes au travail. Je caricature, mais globalement, ce sont des mouvements féministes qui ont existé et dont on retrouve encore des traces aujourd'hui dans certains mouvements essentialistes, dont, par exemple, le féminin sacré s'inspire beaucoup. Vous êtes d'accord? Je vous vois hocher de la tête. Oui, tout à fait. On pourra y revenir un petit peu ensuite, mais non, complètement d'accord. On aura quelques exemples aussi. Alors, allons-y sur les exemples. N'attendons pas. Si vous voulez. Pour donner un petit peu des exemples de ce qu'elle voulait dire par féminin sacré, c'est toute une vague qu'on peut retrouver dans certains courants de l'écoféminisme, pas du tout à généraliser sur l'ensemble des courants qui se revendiquent écoféminisme, mais qui vont beaucoup s'axer sur une réappropriation de la féminité, mais entendue comme une réalité qui serait avant tout biologique ou corporelle, sans que ça s'attache vraiment... Biologique, en fait, c'est présenté comme de manière objective et relevant de l'évidence, mais en fait, c'est une certaine approche, une certaine construction de ce qu'on imagine aussi comme étant, entre guillemets, le vrai féminin, et puis qui du coup, peut aller vers des formes d'exclusion. Par exemple, c'est des courants qui vont assez souvent avoir des dimensions transphobes. Donc on en reviendra, voilà.
Et puis il y a aussi beaucoup de croyances, dans des pseudomédecines, dans des choses comme les chakras, etc., qui se rajoutent dessus en fait. C'est vraiment quelque chose qui a servi de terreau à beaucoup de croyances, et c'est à mon sens ce qui pose peut-être le plus de problèmes aujourd'hui dans le féminisme qui est visible. Alors c'est vrai qu'on n'a pas préparé de slide, mais moi ce dont j'aime bien parler à l'heure actuelle, c'est que il y a eu le 8 mars, il n'y a pas longtemps, donc le 8 mars, la journée mondiale des droits des femmes, et il y avait dans une librairie, très grande enseigne dont on ne citera pas le nom, un stand qui a été créé pour le 8 mars. Et sur ce stand, on trouvait bien sûr du Simone de Beauvoir, du Olympe de Gouges, etc. Mais on trouvait également le féminin sacré, les chakras de la féminité, des choses qui n'avaient absolument rien à voir. Et ça pose un réel problème parce que c'est ce qui est visible en fait. Ça pose problème parce que si par exemple vous avez une amie qui s'intéresse au féminisme, vous voulez lui offrir un livre, vous arrivez dans cette librairie, vous tombez là-dessus, la couverture elle est super jolie, ça fait envie, etc. C'est sûr que le petit livre à 2 € sur la déclaration des droits de la femme par Olympe de Gouges, il fait pas tellement envie à côté, quoi. Il est tout gris, il n'y a pas d'image, là, ça pose vraiment problème. Et même des fois au sein d'un même courant, je pense par exemple aux écoféminismes, donc qui essayent de croiser des enjeux féminisme et des enjeux écologiques. On va avoir des mouvements qui sont explicitement politiques. Alors après, on adhère ou pas à ces buts politiques, mais en tout cas qui essayent d'avoir une vraie théorisation, qui vont s'appuyer souvent sur des savoirs qui viennent de l'histoire, de la sociologie, des sciences politiques, pour essayer de voir s'il y a des articulations entre ces courants et les tensions qu'il peut y avoir. Et je me rappelle comme ça d'un endroit où on avait quelques conférences sur l'écoféminisme, et on avait d'abord une philosophe qui nous expliquait très clairement en fait ces liens d'un point de vue théorique extrêmement intéressant, et puis derrière une personne qui venait juste nous parler de l'intérêt d'aller faire des câlins aux arbres, en disant finalement c'est ça le lien, les femmes elles sont naturellement liées à la nature, des choses qui en fait pour d'autres féministes sont ahurissantes. Du coup au sein même des féminismes il y a beaucoup de tensions. Globalement, ce qui regroupe pas mal les féminismes qu'on va critiquer d'un point de vue scientifique, ça va être cet essentialisme-là, en fait. Beaucoup le retour à la nature, l'essentialisme et tout ce qui se passe par rapport à ça. Tu as parlé tout à l'heure de tout ce qui est transphobe. On peut très bien parler, le meilleur exemple de féminisme qui se base vraiment sur des pseudosciences, c'est le mouvement qu'on nomme TERF. Alors, Trans Radical Exclusive Feminism, je crois que c'est ça, hein, je ne sais plus comment on dit, mais bon, les féministes qui excluent les femmes trans, et qui inclut les hommes trans, parce que ce sont, selon elle, pas des hommes, mais des femmes. Voilà, donc c'est déjà pas très cool. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que de voir historiquement, ça se base en très grande partie sur les écrits d'une... alors, je crois qu'elle est philosophe, de Janice Raymond, une américaine qui a écrit un essai qui s'appelle... Alors, je l'ai noté, mais j'avoue que j'ai pas emmené mes notes. Peu importe, et qui a servi de base, en fait, cet essai a servi de base à toute l'idéologie TERF. Le problème, c'est que cet écrit a été, alors ça date quand même des années 70, de mémoire, ça a été débunké de très nombreuses fois par la science, par toutes les études qui sont sorties depuis, mais on revient toujours à cet écrit-là parce qu'il sert de base et qu'il valide leur théorie. Donc c'est un peu embêtant comme raisonnement de dire qu'on garde ça parce que ça va avec ce que je pense, avec les biais, les idées que j'ai. Et en fait, on efface tout ce qui est venu après, on efface tout ce qui a débunké ça, parce que en fait, je ne veux pas revenir sur mon idée première. Allez-y, je vois. Oui. En fait, je me dis, et du coup, il y a aussi tout ce, le problème qui va être que parfois, dans les milieux sceptiques, il y en a qui vont voir que ces dérives, ces mouvements qui sont très essentialistes, qui nous disent, qui vont partir tout de suite dans par exemple, des théorisations ésotériques, de féminin sacré, ce genre de choses. Pourquoi la zététique va focaliser essentiellement sur cela? Parce que ça va forcément s'opposer aux valeurs, aux principes du scepticisme scientifique, de voir des choses qui sont manifestement scientifiquement fausses. Et donc forcément, mais ce qui peut être embêtant, c'est quand on voit que cette partie-là et qu'on se dit, le moment que j'ai rencontré des féministes, elles croyaient qu'il fallait s'attacher aux arbres, donc c'est ça le féminisme. C'est un petit peu embêtant. C'est très réducteur, effectivement. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a également, après, comme on disait tout à l'heure, il y a énormément d'hommes dans le milieu sceptique. Nous sommes tous hommes et femmes avec nos bagages culturels, éducatifs, etc. Et on a nos idées. Et le problème, c'est d'appliquer la méthode scientifique
aussi et surtout à ce que l'on croit nous. Et le problème, c'est que quand une personne elle arrive et que par exemple elle a toujours cru que ça faisait longtemps que les femmes avaient les mêmes droits que les hommes, etc., et que il y a plus besoin de lutter après tout. Maintenant, on n'a plus le droit de faire de la discrimination à l'embauche, on n'a plus le droit, etc. Les femmes, elles n'ont pas le droit d'être moins payées. Oui, mais cette croyance que tu as, est-ce que tu l'as confrontée aux études? Est-ce que tu l'as confrontée aux chiffres? Alors, il est vrai que parfois, les féministes utilisent des mauvais arguments. Lorsqu'on utilise l'argument de les femmes gagnent 20% de moins que les hommes, le problème, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est extrêmement compliqué comme exemple, parce qu'en réalité, c'est surtout que elles sont plus confrontées aux arrêts en tant que parents, elles sont plus confrontées au fait de travailler à temps partiel, etc. Et donc, ça va les impacter de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que si on prend à poste égal, ancienneté égale, taux horaire égal, oui, il y a une différence qui est moindre. Elle existe toujours, mais elle est moindre. Et le problème, c'est que les sceptiques, quand je dis les sceptiques, je parle de manière très générale, pas tous, parfois ont des croyances comme ça sur les droits des femmes et ne mettent pas leurs croyances à l'épreuve. Et je pense que c'est important de prendre le temps, justement, toutes nos croyances, quelles qu'elles soient, de les mettre à l'épreuve et d'aller vérifier. C'est pas juste une question aussi de droit, parce que là justement on est aussi dans la question de l'égalité réelle aussi, parce que c'est souvent, surtout on va dire dans les pays occidentaux, en France actuellement, on se focalise plus sur le droit, mais justement parce qu'il y a eu des avancées, etc. Il y a encore des droits des fois qu'on essaye de faire avancer, mais justement par exemple sur les discriminations, on peut se dire oui mais légalement c'est pas possible. Oui, il y a une différence entre ce qui est illégal et ce qui est vraiment appliqué. On sait que c'est pas pour autant que c'est toujours appliqué, que c'est toujours exact, qu'il n'y a pas des choses plus fines qui peuvent entrer en compte en fait. Et il y a là aussi ça où justement en fait beaucoup de féministes sont très au courant en fait des études qui portent sur ces inégalités, parce que forcément si on veut essayer de militer, de pouvoir faire des revendications qui soient applicables, qui aient un sens, il faut qu'on sache quel est le problème, qu'on puisse le quantifier, qu'on puisse comprendre les mécanismes pour voir comment est-ce qu'on peut essayer de réduire ces inégalités. Je rajouterais qu'il y a un certain nombre de réflexes qu'on développe quand on entre dans les réseaux zététiques, esprits critiques, etc., qui, confrontés à des témoignages ou des propos, des affirmations sur les inégalités, les discriminations, peuvent poser problème en pratique dans les relations. Donc je pense par exemple à l'idée maintes fois répétée que la charge de la preuve appartiendrait à la personne qui affirme. Donc ça, c'est très confortable pour plein de sujets un peu, disons, quand les affirmations sont de type extraordinaire. Donc on a tous les exemples qu'on a pu avoir par exemple dans les cours de zététique, la fameuse licorne rose invisible, ça évoquera des choses à d'autres personnes. Mais en fait, ça marche précisément parce que l'affirmation est de l'ordre de l'extraordinaire et qu'on n'a pas de moyen de le prouver. Par contre, quand quelqu'un vient faire un témoignage en disant là, ce que j'ai vécu, moi je considère que c'est du racisme, etc., et qu'en face, c'est du vécu, c'est des choses qu'on a pu observer. En face, la réaction, c'est non, mais en fait, moi, je vois pas la preuve que ce que tu as vécu là, c'est du racisme, et c'est à toi en fait de prouver presque que c'est ça que tu as vécu. Et là, ça pose problème en fait. Là, on n'est pas dans une situation où c'est ça qui devrait s'appliquer. Déjà parce qu'en fait, on a plein de travaux, et donc notamment en sciences sociales, qui nous permettraient, avec, disons, un minimum d'effort et de recherche, de voir que le témoignage qu'on vient de voir, en fait, il s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus large. Et en plus, peut-être avec un minimum d'empathie, on devrait avoir le réflexe de se dire est-ce que c'est vraiment bien ça, l'attitude à avoir face à quelqu'un qui est en train de témoigner de quelque chose de difficile, d'avoir cette espèce de réflexe technicien un petit peu, de dire ah mais il a fait toute une démonstration sur les violences qu'il a subies, mais le troisième argument qu'il a donné c'est un sophisme, je le reconnais, il était dans la liste des biais que j'ai lus sur... Voilà. Donc ça c'est ce genre de réflexe là, et ça pour le coup c'est quand même régulier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça, c'est des choses qu'on observe. C'est très régulier parmi les... Moi, je dis toujours les aspirants sceptiques. C'est-à-dire, on va beaucoup parler de la masse sceptique plus que des vulgarisateurs eux-mêmes, parce que c'est compliqué de se positionner. Les personnes qui sont visibles, globalement, essayent d'être plus mesurées. Moi, je note deux choses. Quand tu as commencé à parler de la charge de la preuve, je pensais à autre chose, en fait. On a parlé de témoignages, mais je pensais aussi simplement que, quand, par exemple, ce que j'ai affirmé tout à l'heure par rapport au salaire, à la différence de salaire, quelqu'un pourrait me dire vas-y, prouve-le-moi, sors-moi les sources.
Oui, mais en fait, toi, ça te prend 2 minutes. Google est ton ami. Parce que oui, effectivement, c'est bien de dire il faut apporter les sources, mais en fait, ça peut être très fatigant pour les militants et militantes, et encore plus lorsqu'on est sur des questions qui peuvent les toucher personnellement. Donc, par exemple, quand on est militante féministe, quand on milite toute la journée, tout le temps, à devoir se justifier 10 000 fois. Moi, presque, je prépare les onglets à l'avance parce que je sais déjà qu'est-ce qu'on va me donner comme source et puis clap, je copie-colle. Mais ça vous prendrait littéralement 30 secondes sur Google. Oui, parce que ça a déjà été traité, en fait. C'est pas un truc d'investigation non plus. Il n'y a pas beaucoup de recherche à faire. Et puis, donc, il y a autre chose, les témoignages. Effectivement, souvent, on dit que le témoignage n'est pas une preuve. À la limite, quand il y en a 1000, ça peut servir de preuve. Mais le témoignage, il existe. Et quand on est sur un sujet un peu chaud, alors quand je dis chaud, c'est un sujet malléable, quelque chose qui est humain en fait, ce qu'a ressenti la personne, ça existe. Et puis en plus, oui, il y a, comme tu disais, toutes les études en sociologie qu'il y a derrière. Donc invisibiliser ce témoignage sous prétexte qu'un témoignage n'est pas une preuve, c'est peut-être un petit peu aller vite en besogne. Et c'est peut-être ça qui est important, c'est de se rendre compte que oui, effectivement, le témoignage de Mamie Janine ou de Papy Raymond qui a pris son homéopathie et qui se sent mieux de son rhume, effectivement, c'est pas ça qui va dire que l'homéopathie fonctionne ou pas. Parce qu'il y a des études derrière qui montrent que ça fonctionne. Mais après, c'est pareil. Si ça lui fait du bien, eh bien, tu continues, Papy Raymond. Hein. Franchement, continue si ça te fait du bien. Ça te fait pas de mal, c'est déjà ça. Mais les témoignages, effectivement, sont pas forcément des preuves, mais on peut les écouter quand même. Quand vous avez une personne qui dit moi, j'ai vécu du racisme à l'embauche, j'ai vécu du sexisme, je sais pas, lorsque j'ai dû acheter une moto. Alors c'est un truc très courant dans certaines concessions moto ou voitures. S'il y a un homme et une femme qui viennent, on va s'adresser à l'homme, même si c'est la femme qui achète. Oui, effectivement, si vous me demandez, source, excusez-moi, ça m'arrive régulièrement, voilà. Et accessoirement, j'ai travaillé en construction moto. Construction auto, pardon. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous amène sur la question des tensions éventuelles, on va dire, en termes de connaissances ou de statut épistémologique de certaines connaissances entre les réseaux sceptiques. Je parle plutôt de ça parce que parler d'esprit critique en général, ça serait un peu trop large, mais disons les réseaux sceptiques et puis les mouvements militants, d'ailleurs plus largement que le féminisme. Après, une autre tension aussi, c'est juste une question, j'ai presque envie de dire sociologique, de qui se retrouve dans ces mouvements-là, en fait. De dire, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, où je fréquentais les réseaux sceptiques parisiens, et d'arriver à un événement sceptique, et j'entre et je suis la seule femme de toute la salle. Et en fait, même si ces personnes ne sont pas hostiles, même s'ils sont très bienveillants, cette simple première impression, en fait, peut créer une sorte d'autocensure, en fait, qui fait que je vois, la première impression que je vois, c'est une salle remplie d'hommes qui ont plus de 40 ans. Est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que c'est fait pour moi? Pour des personnes qui sont extérieures, si le but c'est aussi de pouvoir permettre à ce qu'il y ait plus de femmes qui rentrent et qu'il y ait un peu plus de diversité, d'inclusion de façon générale, ça peut poser un problème. Et du coup, il y a aussi des personnes dans ces milieux-là qui en sont conscients et qui font un effort pour inviter, par exemple, plus de femmes dans leurs conférences. Comme au REC. Oui, par exemple. Non, mais exactement. Mais il y a aussi par exemple le comité para. Non, mais j'imagine que oui, il y a des mécanismes qui ont pour effet involontaire l'éloignement des femmes. Oui, finalement. c'est ça. C'est un truc totalement involontaire. Il y a aussi, par exemple, sur les chercheurs ou chercheuses qui vont être invités, un effet de la visibilité. Ou juste, on sait que des hommes qui ont plus de temps, des fois, pour plein de raisons, de se consacrer à leur carrière, du coup, ils sont plus visibles. Donc on les invite plus, du coup on les invite plus parce qu'ils sont plus visibles, et c'est un truc qui s'auto-entretient, et il n'y a absolument pas une volonté sexiste derrière, c'est juste des fois des mécanismes comme ça auxquels on ne prête pas attention, et de dire si on veut aller un peu contre parce qu'on considère que c'est un enjeu, certains considèrent que c'est pas un enjeu, très bien, mais si on considère que c'est un enjeu, il faut être proactif sur ces choses-là et faire un effort pour dire ok, on va être obligé de penser à d'autres personnes. Et en même temps, c'est là l'un des intérêts, à mon sens, par exemple, du féminisme pour le scepticisme, c'est que du coup, ça oblige à penser à d'autres thèmes. Ça oblige à penser à des intervenants, ou plutôt des intervenantes, qu'on voit moins souvent. Et du coup, ça permet, en fait, à mon avis, d'ouvrir les horizons, de développer d'autres thèmes. Ça change la donne, clairement. Alors, vous avez embrayé, si j'ose dire, sur ce que le féminisme peut apporter au mouvement sceptique. On peut peut-être enchaîner avec ça. Concrètement, très concrètement, qu'est-ce que ça peut lui apporter ?
Avant ça, je voudrais juste rajouter Oui, pardon. un tout petit élément dont on a discuté en fait pendant la préparation de la table ronde, c'est que il nous semblait, je me semble que c'est avec toi que j'ai discuté de ça, Charlotte, que parmi les raisons possibles de ce déséquilibre genré dans les réseaux sceptiques, il y avait aussi le fait que justement tout un tas d'attitudes attendues ou d'aspirations, d'appétence, on va dire, pour la zététique, sont aussi des attitudes qui sont déjà genrées à la base, en fait. Le fait d'entrer en confrontation. Le fait d'entrer en confrontation, en débat, d'aller dans l'analyse critique de ce que dit l'autre. La culture du débat. La culture du débat, en fait, déjà. Et ça, oui, c'est pas, on pense pas forcément souvent à ça. dire les femmes osent moins aussi. Donc, oui. Est-ce que c'est pas... voilà. C'est un peu, c'est pour ça qu'on dit c'est cette question de C'est socialisation en fait, de dire il y a tout un ensemble d'attitudes, de manières d'être qu'on va incorporer au long de notre vie, pendant l'enfance. Il y a plein de raisons qui font qu'on observe concrètement des différences d'attitudes des hommes et des femmes dans différentes situations. Et on se rend bien compte qu'il y a certaines attitudes qu'on retrouve ou qui sont attendues dans certains milieux qui peuvent créer ça. Par exemple, débattre de façon collaborative ou débattre de façon très confrontationnelle, confrontante, je ne trouve plus le mot, c'est pas la même chose. Enfin, en fait, de dire je viens et le but c'est vas-y, prends tes meilleurs arguments, moi je prends mes meilleurs arguments et on se fight, c'est pas la même chose que de dire ah bah tiens, on va essayer de construire ensemble. Je suis pas totalement d'accord avec toi, mais c'est pas grave, vas-y, explique-moi, ok, je te réexplique. Bon, peut-être que j'avais tort, on avance un peu collaborativement. Et puis, donc, pour faire le lien avec la question posée, tu disais aussi penser à d'autres thématiques, etc. Et ça nous amène aussi sur l'idée que, en fait, il y a des personnes très compétentes en termes d'esprit critique qui sont parfaitement en dehors des réseaux sceptiques, c'est-à-dire qui ne sont pas dans ces réseaux, qui sont aussi en partie des réseaux affinitaires, parce que ça finit par se construire comme ça, qui sont dans d'autres disciplines, qui sont des fois aussi dans des mouvements militants, qui exercent en tant qu'enseignants, enfin il y a plein de raisons, et qui en fait ont des choses à apporter dans leur domaine, qui ont peut-être aussi d'autres approches de l'esprit critique. Il y a aussi, je pense, tous les mouvements autour de l'éducation populaire, en fait, qui sont très familiers en fait, de toute une partie des outils critiques dont on parle, et qui pour autant ne sont pas forcément intégrés au mouvement sceptique à proprement parler. Et est-ce que le féminisme, finalement, ne peut pas être, ou n'est pas, une porte d'entrée pour penser les enjeux sociaux ? C'est exactement ça, parce que la plupart des femmes qui œuvrent dans la sphère sceptique sont sur des questions sociaux, en fait. C'est beaucoup, justement, sciences humaines et sociales. Et le fait d'ouvrir, alors, en dehors même du féminisme, le fait d'ouvrir les portes et de faire venir le plus de femmes possible, c'est justement réussir à parler d'autres sujets, parce que c'est malheureux, mais c'est très genré. Les hommes parlent de sciences dures, les femmes parlent de sciences molles. Donc voilà. Ça fait rire. Je sais très bien à quoi les gens ont pensé. Mais tu sais, tu peux le faire à l'inverse. Nous, on parle de sciences humaines et sociales, et les autres ont les sciences inhumaines et asociales. Et voilà. Ah, ça marche vachement mieux. J'ai l'impression que mon micro, il fonctionne pas. Si, on vous entend bien. Vous l'entendez bien ? Mais après, oui, il n'y a pas de problème. Mais après, cette distinction, on la retrouve aussi dans la recherche. Mais oui. C'est aussi pour ça que je me dis, par exemple, inclure plus d'intervenantes, ça va aussi modifier cette répartition. Quand on regarde, par exemple, les taux de nombre d'hommes et de femmes proportionnellement qui passent les concours de maîtresse et maître de conférence, et ben en fait, dans les disciplines plutôt de lettres et langues, il y a une majorité de femmes. Quand on arrive les plus masculinisées, ça va être sciences physiques, mathématiques, etc. Et donc, aussi, parler de certains sujets, ça permettrait aussi d'avoir peut-être plus d'intervenantes et inversement. Oui, je suis complètement d'accord, ça s'alimente. Et donc, pour rebondir sur ce que vous disiez sur le féminisme comme porte d'entrée, l'analyse féministe des rapports sociaux, parce qu'on parle de ça, on parle du féminisme comme mouvement, et d'ailleurs des féminismes, mais en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est les analyses sociales, sociologiques, en fait, qui ont été produites par rapport au féminisme. En fait, ce sont des savoirs critiques en eux-mêmes déjà. Ce sont des savoirs qui vont aller interroger les conceptions dominantes, qui vont aller les confronter à l'étude du réel, en fait, des rapports sociaux, notamment dans des sphères qui sont moins visibles. Donc on a parlé de la sphère de l'intime, mais qui vont aussi aller interroger des choses de manière chiffrée. Et donc ce sont déjà des savoirs critiques. Et donc à ce titre, c'est assez interpellant, on va dire, quand on milite, qui est à ce point une forme de suspicion
sur le fait d'être militant. Alors même qu'on répète à l'envi que personne n'est neutre, qu'on est bien au courant que tout le monde a des biais, tout le monde est parfaitement d'accord sur le principe que l'esprit critique, ça s'applique d'abord à soi. Alors ça, c'est vraiment fascinant. Quand on le dit, tout le monde est d'accord. Hein. Mais l'application, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, quand on est militant ou militante, finalement, on est l'objet un peu d'une suspicion quand même. Parce qu'on est orienté, alors même que, comme le disait Charlotte, on sait qu'on est attendu au tournant quand on milite. Et en fait, ça nous oblige à être très rigoureux sur plein de sujets. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Évidemment que, comme disait Pauline tout à l'heure, il y a des mauvais arguments. Aussi, tout simplement, quand les gens vivent des choses et ils les disent avec leurs mots, et des fois c'est maladroit. Parce qu'on est mal informé, hein, tout simplement. Oui, c'est ça. Et puis parce que tout le monde n'est pas... chercheur ou spécialiste de la question. Mais en tout cas, les savoirs rigoureux, ils existent. C'est pas parce qu'on est tombé devant quelqu'un qui n'a pas su les manier, parce que peut-être il répondait à une situation comme il ou elle pouvait, qu'ils n'existent pas et qu'il n'y a pas eu des analyses rigoureuses. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses, alors d'un point de vue très extérieur, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses à apprendre de l'organisation du militantisme féminin? Il y a quand même... Mais je pense qu'il y a vraiment ça aussi, c'est qu'au moins le féminisme se revendique mouvement social, et les féministes en sont bien conscientes et peuvent se structurer en association, assument aussi d'avoir des revendications, c'est très clair. Alors que c'est vrai que des fois sur le scepticisme, c'est assez flou de dire oui, on veut promouvoir l'esprit critique. Dire, oui, mais l'esprit critique sur quoi? Pourquoi? C'est un peu flou, juste l'esprit critique pour l'esprit critique. Et souvent, en fait, c'est à travers les thèmes d'intérêt qu'on voit bien qu'il y a des thématiques, par exemple, les dérives sectaires qui reviennent plus souvent, la lutte contre les manipulations, dire c'est autre chose en fait, donc c'est l'esprit critique pour lutter contre les manipulations. Ah, c'est l'esprit critique pour lutter contre les pseudosciences. Ça peut être très bien, mais je trouve que c'est bien au moins de l'assumer, de dire oui, en fait, c'est un peu un mouvement social. On est tous là aujourd'hui. Il y a aussi un aspect un petit peu communautaire. Il y a un ensemble de savoirs, des noms, des auteurs qui reviennent régulièrement. Et du coup, de se structurer, comme le font des mouvements féministes, de pouvoir aussi se former et s'auto-former, d'assumer en assumant un petit peu ce militantisme, c'est des choses qui peuvent être très intéressantes. Il y a plein d'associations féministes qui vont avoir des modes d'action pour aussi pousser leurs revendications, qui sont très intéressants. Je pense par exemple juste à des choses toutes simples comme les collages. On va voir juste des fois des petits autocollants qui vont alerter par exemple sur les violences conjugales. Et on va en trouver un peu partout dans la rue. Et ça oblige un peu à savoir un peu, en tout cas, que ces choses existent. Je me dis, mais dans les milieux sceptiques, pourquoi on ne pourrait pas avoir des autocollants qui alertent sur les dérives des médecines alternatives? Quand on voit, par exemple, une plaque pour, je sais pas, un chiropracteur ou quoi que ce soit, avoir un petit autocollant, c'est une forme de petite défiance, comme ça, enfin de désobéissance, de dire je mets un petit autocollant en disant attention, êtes-vous sûr que ce praticien fait vraiment de la médecine? Allez, rendez-vous sur ce site internet. Peut-être pas viser le praticien, mais dire la chiropraxie n'est pas une chose. Non, mais voilà, mais des petites choses comme ça, sans mettre le nom, mais tu vois, des petites choses comme ça, à mon avis, qui peuvent être intéressantes, qu'on peut aller piocher dans d'autres mouvements. Mais pour revenir au féminisme, je pense que le mot a été prononcé, c'est le mot savoir en fait. Parce que le féminisme, les féminismes et tout ce qui est lié au féminisme en général, ce sont aussi des savoirs. Je vais vous donner un scoop. Vous êtes, je vais dire à 99,9%, je suis sûre que vous êtes tous féministes, dans le sens où l'idéologie que tous les féminismes ont, c'est de défendre les droits des femmes. Et levez la main ceux qui sont contre les droits des femmes. Voilà. Je pense que globalement, il n'y aura pas grand monde. Il y a des personnes qui sont contre le droit des femmes. Il y en a. Je ne suis pas d'accord avec elles. Mais globalement, on est tous d'accord pour les femmes doivent avoir des droits. OK. Là où on ne s'entend pas forcément, ça peut être sur quel droit, et puis surtout, ça va être sur des savoirs que certaines personnes qui ne sont pas dans les mouvements féministes n'ont pas. Donc, on parlait des différences de salaire, on parle aussi des violences conjugales, on parle des viols. Quand on n'a pas ces informations, quand on ne se rend pas compte que c'est une femme tous les 3 jours qui meurt... alors, sous les coups, en plus, c'est très faux, parce que c'est rarement seulement des coups. Mais voilà, mais tous les 3 jours, il y a une femme qui meurt de violences conjugales. Donc, du conjoint ou de l'ex-conjoint aussi. Donc, est-ce que... alors, en plus, quand on dit ça, on fait... Ouais, mais... c'est un truc, voilà, c'est... OK, on sait que ça existe, etc. Oui, non, mais en fait, il y a plein de savoirs, plein de choses que vous ne savez pas et qui peut-être vous mettent en porte-à-faux vis-à-vis du féminisme. Et justement, moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est, si vous n'êtes pas d'accord sur un truc, renseignez-vous sur ce truc. Peut-être que vous avez été mal informé, peut-être que, tout simplement, vous avez rencontré des gens qui n'avaient pas des bons arguments, ou peut-être que, effectivement, c'est du bullshit, comme par exemple l'idéologie TERF. Moi, c'est l'exemple que je donne toujours parce qu'au moins, c'est clair et net, quoi, parce que c'est vraiment acté que c'est vraiment pas du tout scientifique.
Un exemple que j'ai en tête de ce que tu dis, c'est par exemple, il y a quelques années, le concept de culture du viol a connu une médiatisation un peu plus importante, il a commencé à être plus utilisé. Et dans de nombreux réseaux sceptiques en ligne, hein, je parle de groupes Facebook, etc., le premier réflexe de beaucoup de personnes, c'était de dire mais est-ce que le terme culture est-il vraiment bien utilisé à ce niveau-là? Finalement, la culture, ça s'entend de plein de manières différentes, etc. Au lieu de se pencher sur la façon dont ça a été conceptualisé, ce qu'il y avait derrière. Et après, à la limite, une fois qu'on a lu les travaux sur le sujet, peut-être qu'on peut débattre de la question, qu'on peut se dire bah non, en fait, finalement, moi, je vois que tel auteur parle des mêmes phénomènes et utilise un autre concept qui me paraît mieux. Et pourquoi pas, c'est une vraie discussion qu'on peut avoir, mais enfin que le premier réflexe soit de dire moi je pense que la notion elle me convient pas, au lieu de s'intéresser aux phénomènes qui sont recouverts, ça donne une idée en fait des problématiques récurrentes qu'on a quand on essaie de discuter de ces sujets-là dans les réseaux sceptiques. Un exemple très concret. Voilà. C'est le biais de l'abri à vélo, hein, souvent, dont on parle. Alors, il n'est pas très connu, celui-là. J'explique, c'est qu'en fait, on a un gros problème. Donc la construction d'un énorme building, donc là en l'occurrence c'est tout ce qui est lié au viol, aux violences conjugales, etc. Et au lieu de s'intéresser à comment on va faire les fondations, comment on va monter les étages, on s'intéresse à la couleur de l'abri à vélo qu'on met devant. Sauf qu'en fait c'est pas le sujet, c'est un détail, c'est pas ça qui va changer la donne en fait. Alors, je suis désolée, mesdames, mais il est 10h21 et comme j'aimerais quand même que la salle participe, j'aimerais qu'on enchaîne sur une question qui pourra nous permettre de ramasser tout ça. C'est l'intérêt du scepticisme quand on est féministe. Est-ce qu'on peut s'y attarder quelques minutes et revenir là-dessus? On a vu comment ça fonctionnait dans l'autre sens. Peut-être qu'on peut basculer maintenant de ce côté-là. Dites-nous tout, en quelques mots. Oui. Je vais être provocatrice, dans le sens où je pense qu'il peut être intéressant, mais il n'est pas nécessaire. Parce que, justement, comme on le dit, selon les objectifs qu'on se donne, en fait, beaucoup de féministes ont déjà des savoirs critiques, en fait, sont déjà renseignés, ont déjà des compétences pour aller lire des articles scientifiques, font des fois elles-mêmes certaines sont des universitaires. Et du coup, venir et leur dire « Non, mais je vais t'expliquer comment on lit une étude, tu ne sais pas lire une étude », ça peut être extrêmement agaçant. Et justement, comme des fois, il y a des mouvements qui peuvent être... où il y a beaucoup de confrontations avec les féministes dans les milieux sceptiques, je me dis des fois c'est pas un cadeau de dire venez vous y intéresser, puis après elles vont devoir refaire de la pédagogie dans le milieu sceptique pour expliquer leurs trucs, alors qu'en fait elles disent oui mais notre but c'était pas de défendre le scepticisme, c'était nos combats féministes, et ça les détourne et on a l'impression de perdre du temps à devoir réexpliquer plein de fois des trucs qu'on a déjà expliqués depuis 5 ans. Donc par contre ça peut être intéressant si des personnes s'intéressent à certaines thématiques au croisement des deux. On avait par exemple aussi pensé à l'astrologie, dans le sens où on sait que ça tient pas du tout la route, etc. Mais on se rend compte aussi dans les utilisations un peu mainstream de l'astrologie que ça peut être au croisement du bullshit et du sexisme, dans le sens où ça va être souvent centré sur les relations. Ça va être ah bah oui, pour les femmes, pourquoi il faut regarder l'astrologie? Parce que ce qui compte avant tout, c'est les relations amoureuses, en général avec un homme évidemment. Voilà, et ça doit être ça qui est central dans sa vie et qui va regarder l'horoscope pour lui dire ce qu'elle va faire. Oui. Alors je suis d'accord, donc je ne vais pas répéter parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a une thématique qu'on n'a pas pu creuser ici, mais j'en profite parce que votre question me l'évoque. C'est, je pense en fait que c'est intéressant en fait de se demander la relation que peuvent avoir le scepticisme et le féminisme pour interroger le rapport qu'on a plus largement à la rationalité. Parce qu'en fait, il y a une critique féminisme historique de certaines formes de rationalité, ou en tout cas de rationalisme, de certaines formes de défense d'une objectivité qui serait universelle, etc. Et ça, on retrouve beaucoup cette critique donc dans des mouvements féministes, dans les mouvements décoloniaux aussi, parce que en fait, ont été pointés justement un certain nombre de biais en fait dans des travaux qui se sont considérés comme étant objectifs, neutres, etc. Puis qui en fait avaient des angles morts énormes du fait de la position même du monde de la recherche, pas seulement des individus qui la produisent. Et donc, de ce fait, il peut y avoir des glissements, je pense, dans le féminisme, depuis la critique d'une forme de rationalité qui se pense universelle et qui ne l'est pas, vers carrément une critique de toute forme de rationalisme ou de défense de la science tout court. C'est pas dans tous les courants, mais ça peut s'expliquer comme ça aussi, parce qu'en fait, il y a eu des bonnes raisons à des époques d'être sur la défensive face à des courants qui se revendiquent de la science, de l'objectivité, du rationalisme, de très bonnes raisons. Mais du coup, ça laisse des traces aussi, à un point où, pour certaines personnes,
ça va être justement une réappropriation politique, de se dire, moi, tous vos trucs ésotériques que vous considérez comme des trucs de bonnes femmes, que vous décrédibilisez, etc., vous savez quoi, moi je les trouve intéressants, moi je me les réapproprie, et moi je fais du tarot, je fais de l'astrologie, etc., et qu'est-ce que vous allez faire en fait ? Voilà. Et il faut aussi comprendre ces réappropriations-là dans ce contexte-là, et c'est important de l'avoir compris avec finesse pour y répondre en fait. Ça nous permet d'y répondre sans décrédibiliser ça, mais en apportant des questions et en les apportant nous en tant que féminisme. Et c'est ce que font déjà, justement, comme tu disais, tout un tas de courants féminisme qui se sont déjà appropriés ces outils critiques en réalité. Pauline Bouty, sur l'intérêt du scepticisme. Très vite, moi, j'ai 2 réponses. La première, c'est en tant que personne féministe, à quoi ça me sert d'avoir un esprit critique, un esprit sceptique, à pas me faire avoir, comme on dit, par les bouquins qui sont complètement ésotériques et qui se mettent dans les mêmes rayons, se faire avoir par des croyances qui sont liées à la féminité, à la parentalité, puisque la parentalité est souvent liée au féminin, également tout ce qui est pseudo-sciences, pseudo-médecine, qui sont très, très présents dans les milieux féminins. Ça, c'est en tant que personne. En tant que productrice de contenu, à quoi ça me sert ? Effectivement, en tant que féministe, en soi, on n'en a pas forcément besoin, comme tu disais, Charlotte, parce que quand on est théoriquement militant, on a envie de se renseigner, on essaye de sourcer ce qu'on dit. Par contre, avoir une démarche sceptique, moi, ça me permet que j'ai des gens qui reviennent vers moi après avoir vu mes vidéos et qui me disent « Moi, j'aime bien ce que tu fais parce que tu milites pas, tu expliques. Mais je milite. C'est juste que j'utilise un langage que tu es prêt à écouter. » Et en fait, c'est vraiment un outil que j'utilise pour permettre à des gens qui ne sont pas forcément à l'intérieur des mouvements féministes d'avoir un aperçu un petit peu par leurs lunettes de ce que c'est. En fait, de parler leur langage, de parler leurs mots et de leur montrer des choses auxquelles ils ne seraient pas forcément confrontés, voire auxquelles ils seraient réfractaires. Et ça, moi, je trouve que c'est le plus important pour moi, c'est de parler à des gens qui ne seraient pas venus me parler si j'avais juste, entre guillemets, juste été une féministe parmi d'autres. Je vous propose qu'on en reste là, en tout cas, pour vous, et vous laisser la parole à vous, maintenant, que vous a évoqué cet échange. Avez-vous des questions ? Elles sont là pour la... Parfait. Alors, vous n'avez pas de micro devant vous. Alors, je vais venir, bougez pas. Je vais rester assise, mesdames, et moi, je vais faire le porte-micro. On commence ici, mais tout le monde aura le droit. Bonjour. Un grand merci à toutes les 4. Très intéressant. Je vais essayer d'être concis pour laisser la place aux autres. Donc, je fais partie du Comité Para, qui est une association en Belgique. Et on a eu un exemple intéressant il y a quelques mois, c'est que donc, via un podcast qu'on diffuse qui s'appelle Scepticisme scientifique, on a interviewé un groupe de femmes qui avaient créé un groupe zététique non mixte. Et la réaction qu'on a eue quand on a publié cette interview sur, par exemple, le groupe Facebook Zététique ou sur d'autres réseaux, ça a été souvent assez mal reçu par beaucoup d'hommes qui ne comprenaient pas, qui ont une réaction très, très violente, et enfin, voilà, ce genre de truc, et qui, par leur réaction, ont prouvé la nécessité de ce type de groupe, je pense. Et donc, ma question, c'est, est-ce que vous pensez, de façon plus globale, que pour éventuellement faire mieux réfléchir les hommes qui sont dans cette sphère sceptique à l'intérêt du féminisme et pas avoir ce genre de réaction, est-ce que c'est peut-être mieux vulgariser, par exemple, les sciences sociales et humaines, mais aussi quel rôle pourrait avoir à jouer au-delà de la zététique, la fiction par exemple, ou ce genre de choses, parce que j'ai l'impression qu'on manque aussi de ça peut-être dans la culture générale, au niveau du cinéma ou d'autres, de fiction peut-être, qui pourrait mieux vulgariser ce genre de choses. Je ne sais pas si j'ai été clair. Avant même de donner un avis là, sur la question en elle-même, ce type de groupe n'est pas prévu pour éduquer les hommes, en fait. Tout simplement. Il n'est pas là pour ça. Donc, qu'il y ait des réactions de colère, etc., en fait, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu. C'est pas le but. Après, oui, effectivement, on peut se poser la question de comment ensuite éduquer pour éviter d'avoir ce type de réaction, parce que la seule raison, alors on peut être pour, on peut être contre, il y a des avantages, des inconvénients au groupe non mixte. Après, le but, c'est surtout que les femmes soient entre elles pour discuter de choses qui leur conviennent, dans un environnement qui leur convient. Mais la plupart, en réalité, sont aussi présents sur des groupes mixtes. Comme on disait, le problème, c'est que très souvent, quand on se retrouve, alors je crois que c'est toi, quand on se retrouve la seule femme dans un groupe d'hommes, on est obligé de refaire de la pédagogie. Alors quand on se trouve entre femmes et qu'on a déjà les bases, on va pouvoir plus vite
monter sur d'autres choses, on n'a pas besoin, on perd moins de temps en fait, tout simplement. Mais première chose que je vais dire, c'est juste ces groupes sont pas prévus pour éduquer les hommes. Je rajouterais rapidement que donc, les réactions que vous avez eues, c'est évidemment pas des réactions qui sont propres au fait que ces personnes soient sceptiques, hein, mais au fait qu'elles soient des hommes tout simplement. Ça nous rappelle juste que le fait d'être dans des groupes sceptiques, ça change rien. En plus, les groupes évoqués, c'est des groupes dans lesquels le niveau d'investissement dans l'esprit critique ou le scepticisme est très variable, hein, parce que souvent quand on est sur un groupe comme ça, c'est que ça fait partie de nos intérêts, mais on n'est pas forcément producteur de contenu, on s'y intéresse quand on pourrait s'intéresser à plein de sujets. Mais je suis tout à fait d'accord avec Pauline. En fait, on peut plus largement interroger l'idée selon laquelle ce serait au mouvement militant et aux sciences sociales de faire des efforts pour mieux être comprise et mieux être crédible. En fait, pourquoi ce serait... en fait, on le fait déjà en tant que chercheur. On l'a dit, Google est votre ami. Donc, alors, après, s'il y a des hommes qui se revendiquent comme des alliés, qui veulent faire ce travail-là en interne, surtout, allez-y, ça nous gagnera de l'énergie. Mais je pense qu'en fait, il y a déjà plein de créateurs, créatrices de contenu en sciences sociales. En tout cas, il y en a plus. Il y a déjà des chercheurs et des chercheuses. Souvent, ils sont disponibles pour être invités. Donc, en fait, il faut juste aller les chercher. Mais là, des fois, ça peut un peu glisser vers... En fait, ça serait nous qui devrions montrer patte blanche pour montrer qu'on est vraiment scientifique, etc. Voilà. La limite est toujours un peu fine. Ouais. On prend une autre question ici. Bonjour, donc moi aussi je voudrais vous remercier toutes les quatre pour la conférence. J'ai une question, alors peut-être à leur sujet ou hors de propos, n'hésitez pas à me le dire. En fait, il y a la presse qu'on dit féminine, il y a la presse aussi qu'on dit masculine. Est-ce qu'on sait si elles effectuent une sorte de frein au féminisme et à l'esprit critique? Je sais, c'est une question un peu large, mais... Alors, je ne sais pas si on a 1 heure derrière pour faire la conférence suivante, du coup. Je ne sais pas s'il y a des études sur l'impact direct. Si, ça marche. Je ne sais pas s'il y a des études directement sur l'impact que ça a sur les personnes, mais clairement, en termes de clichés genrés, de stéréotypes, on est clairement dans des choses, même des fois assez toxiques, dans les... Souvent, on va dire les doubles standards, par exemple les magazines féminins qui d'un côté vont dire comment perdre 5 kilos avant l'été, et puis après donnent plein de recettes pour faire des bons plats pour toute la famille. C'est pas vraiment un idéal d'émancipation. Un dossier sur le body positivisme et 3 pages sur les régimes derrière. J'ai une question ici. C'est que des hommes qui posent des questions. Bonjour. C'est génial. Mesdames, osez demander le micro, hein, vous avez le droit, à moins que vous sachiez Elles déjà savent tout. déjà. Elles savent déjà. C'est très bien d'avoir des questions des hommes, mais vraiment, prenez le micro, parce qu'on a très souvent que des questions d'hommes. Oui, bonjour. Alors, déjà, j'ai assisté qu'à une partie de la conférence, donc j'espère que ma question sera pertinente. Excusez-moi du retard. Je vais essayer de faire aussi le plus court possible. C'est quelque chose qui m'est arrivé la semaine dernière et j'espère avoir un avis sur là où j'ai merdé, j'espère, ou là où l'autre personne a éventuellement merdé. C'était un échange un peu tendu qu'un ami à moi a eu avec une féministe et son copain était là et les deux étaient, on va dire, deux féministes contre mon pote. Un peu amusé, moi je voulais savoir à quel moment la discussion était partie en vrille. Donc j'ai commencé à discuter avec lui quand il était énervé, je l'ai calmé, il m'a dit oh, c'est une féminazie, on peut pas discuter avec elle. Bon. Non, féminazgoul, c'est vachement mieux. Très bien, féminazgoul. Et du coup, j'ai essayé de comprendre de son point de vue. En fait, j'ai essayé de lui expliquer que peut-être que ce que la personne en face exprimait, la femme en face exprimait, c'est qu'il n'était pas capable de comprendre ce que c'était sa situation parce qu'il n'était pas une femme et que peut-être qu'à partir de là, cette femme avec qui il s'est pris la tête, c'était juste mal exprimé en lui disant qu'il n'avait pas d'avis à exprimer parce qu'il n'était pas une femme et qu'il n'avait pas d'avis à exprimer sur la question du féminisme. C'est quelque chose avec laquelle je suis personnellement fondamentalement pas d'accord. Et donc, j'ai discuté avec l'autre partie ensuite, dans un cadre assez bienveillant. Je me suis assuré de leur faire comprendre que je voulais ni juger l'un ni juger l'autre. Et de toutes mes discussions, on va dire, avec des personnes avec des croyances un peu différentes, c'est un hobby que j'ai depuis 2 ans maintenant, c'était de loin le plus difficile. Parce que je me suis justement heurté à cet écueil où, en discutant, je me suis retrouvé à lui parler de la biographie de Ruth Bader Ginsburg qui était absolument extraordinaire. Comment, dans son combat pour l'égalité des femmes, elle a commencé par défendre les droits des hommes parce que les hommes ne pouvaient pas comprendre les différences, les discriminations de type sexuel. Et à partir de là, c'est comme ça qu'elle s'est fait un nom. Et ça, j'ai voulu lui conseiller de regarder cette biographie-là. Et je me suis retrouvé
à cette personne qui me dit non mais là tu vois tu te mets dans une position patriarcale où tu m'expliques les choses, tu es l'homme qui m'explique les choses et moi qui dois recevoir ton information, alors que c'était pas du tout mon intention. Et donc quand j'ai commencé à questionner avec cette personne le but de la discussion, quel était son rapport à l'information, au dialogue, la discussion s'est arrêtée. Elle n'a pas voulu répondre. Ouais, si je peux répondre, je pense qu'il faut différencier deux choses. Il y a la question de l'éthique des interactions et la question des positions qu'on peut prendre de plein de façons différentes dans la société. Quand une personne dit qu'elle n'est pas prête à dialoguer, en fait, ça s'arrête là. Je veux dire, c'est juste on n'oblige personne à continuer une discussion. Point final. C'est déjà le premier truc. Point final. Quelle que soit la raison, il y a plein de raisons de ne pas être prêt à discuter d'un sujet. On ne sait pas pourquoi. À la limite, on peut y réfléchir de son côté. Après, quand dans une discussion, une militante féministe vous dit qu'on n'a pas à avoir d'avis, souvent ce que ça veut dire, c'est que là, dans le contexte dans lequel on est, elle n'a pas envie d'avoir votre avis. Voilà. Ça va pas justifier. Je pense que le truc important, c'est que d'après ce que j'ai compris, il y avait eu une dispute juste avant. Alors là, c'est la prof en moi qui va parler. Quand il y a une dispute, il y a une tension, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Genre vraiment. Typiquement, là, c'est des questions d'interaction. Vous avez eu une journée, on va dire, de merde en tant que professeur. Il y a un gamin qui a été affreux et tout ça. Vous voyez les parents à la sortie. C'est clairement pas le moment de discuter avec le parent. Parce que vous êtes énervé. Le parent a peut-être eu une journée de merde au boulot aussi. Il est énervé. Ça va partir en vrille. Donc là, je pense que la première chose, c'est que c'était pas le bon moment pour lui parler après la dispute. Et ensuite, la personne n'est pas forcément réceptive. Alors, pour plein de raisons, hein, mais voilà. Mais après, même de façon générale, par exemple, sur tu peux pas comprendre si t'es pas une femme, c'est qu'en général, c'est un argument qui est utilisé pour dire, dans le fond, en fait, on peut pas discuter un ressenti. Et de la même manière, on pourrait pas dire, si quelqu'un dit, là, en fait, ça m'a rendu triste, tu peux pas dire, oh, non, mais en fait, rationnellement, t'as pas de raison d'être triste. Dire oui, mais en fait, si je suis triste, t'as pas de raison d'avoir peur. Et du coup, des fois, ça peut aussi quand même créer une tension si on commence à essayer d'argumenter sur un ressenti, dire oui, mais on l'a pas, il y a que la personne qui a accès. Ça veut pas dire que t'as pas le droit d'avoir d'idées féministes dans le reste de ta vie, mais peut-être qu'il faut les discuter avec tes potes, parce qu'en fait, il y a des chances que les femmes dans ton entourage, elles soient un peu plus au courant. Ou si elles le sont pas, il faut aborder les choses avec délicatesse, parce que ça peut arriver qu'on ait des gens dans notre entourage qui soient concernés par des discriminations et qui ne se positionne pas politiquement contre. Par exemple, un homme qui va avoir des convictions féministes très fortes et qui va avoir des copines qui ne sont pas féministes. Là, c'est une position délicate, en fait. Parce que, si ça se trouve, vous avez été, on va dire, éduqué par d'autres féministes, alors vous êtes hyper au courant sur les arguments de fond. Et en même temps, vous ne devez pas l'expliquer à vos copines sur le ton du mec qui sait tout. Donc c'est là, en fait, où il faut juste apprendre à être dans une posture d'accueil, d'empathie, poser des questions et juste... Mais en fait, c'est aussi la question, comme on disait, qui revient des pratiques, de dire, bah ouais, mais si on est au clair sur le fond théorique, mais qu'en même temps, on se dit bien, on a remarqué qu'il y avait une tendance dans les pratiques à avoir des hommes qui expliquent des trucs aux femmes, et dire, ouais, là, je suis en train de lui expliquer sa propre vie, c'est un peu embêtant. Et je veux dire, ça peut se retrouver dans d'autres situations, par exemple des situations de racisme. Je pense à ça, moi, j'ai déjà vu comme ça des amis qui me racontaient un truc, ça me semblait tellement raciste, ce qu'elles avaient vécu, mais en fait je me dis c'est un peu bizarre si c'est moi qui mets le mot dessus. Ouais, je veux pas dire alors est-ce que c'est le truc adapté à faire ouais, c'est une position super délicate de dire bon, peut-être que je vais juste lui poser des questions plutôt pour essayer de faire un truc un peu socratique quoi. Peut-être une solution concrète par rapport à la recommandation de lecture, au lieu de lui dire tu devrais lire machin parce que c'est vachement bien et lui expliquer pourquoi, tout simplement la fois d'après quand on la voit lui apporter le bouquin et dire tiens je t'offre ça, ça va te plaire. Simplement ça. Et après, elle est libre de lire ou pas, en fait. Et à ce moment-là, vraiment, on est beaucoup plus... on n'est pas dans le mansplaining ou la m'explication, je crois que c'est comme ça qu'on dit en français. Et vraiment, on est dans l'idée de... J'ai une connaissance, je te la partage, après, tu fais ce que tu veux. Il faut interroger sa démarche aussi, c'est-à-dire que la question, c'est quoi notre démarche en faisant ça ? Est-ce qu'on cherche, nous, à montrer à la personne qu'on se soucie de ses combats. Donc en fait, est-ce qu'on cherche la validation de la personne en mode « Regarde, j'ai lu ça, c'est intéressant, ça correspond ». Ou est-ce qu'on pense vraiment qu'on a quelque chose à lui apporter ? Juste lui offrir le livre, peu importe ce que c'est, et dire « Tiens, je te l'offre, ça m'a plu, ça te plaira peut-être ». Je sais pas, moi je vois ça comme on offrirait un roman en fait. Moi je pense à un contre-exemple, je pense à ma grand-mère qui a offert la Bible à ma mère pour lui faire des reproches sur le fait qu'elle n'était pas assez catholique. On peut le vivre aussi super mal comme un gros reproche. Le cadeau empoisonné en disant « Regarde, j'ai pensé pour toi, lis ça, ça va bien t'aider. » C'est pour ça que je disais interroger la raison pour laquelle... Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions ? Oui, bonjour. Du coup, par rapport aux luttes féministes dans la zététique, vous aviez parlé du collage, que les zététiciens ne pensent pas à ça. Je pense que tout ce qui est collage ou
désobéissance civile, tout ça, c'est pas des actions qui sont pensées parce que la zététique, on va dire malheureusement ou heureusement, c'est des personnes qui ont un haut capital culturel et du coup, ces actions-là ne font pas partie des actions qu'ils estiment légitimes. Je voulais aussi revenir sur les TERF. Vous avez beaucoup parlé des TERF. Par contre, vous n'avez pas parlé de féministes nationalistes. Oui, on aurait pu aussi. C'est souvent lié d'ailleurs, hein, souvent. Et du les coup, c'est vrai féministes conservateurs sont très liés justement à tout ça. Hein. Nationalisme, transphobie, parfois homophobie aussi. C'est plus rare. Est-ce qu'il y avait une question particulière du coup là-dessus ? Alors ça sera la fin. Je voulais juste parler de féministes nationalistes. Alors donc vous parliez de homophobie, de transphobie, mais il y a aussi du racisme où la principale des féministes nationalistes disent que la plupart des agressions sexuelles sont faites par des étrangers. Voilà. Donc et surtout dans ces moments-là où il y a l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir, ça serait quand même assez bien de le notifier qu'il n'y a pas que des féministes de gauche, il y a aussi des féministes de droite et Ouais. Et en plus, c'est surtout cette question même de qui commet des agressions, elle est complexe parce que c'est aussi qui commet des agressions dans quel lieu et dans quel contexte. Et qu'est-ce qui est sanctionné ? C'est ça, qu'est-ce qui est sanctionné ? De dire, bah oui, mais en fait, si on le fait dans l'espace public, c'est plus visible, donc peut-être. Et qui est plutôt dans l'espace public, c'est plutôt des classes populaires. Qui est plutôt de classe populaire ? Il y a tout un truc qui s'entretient. Alors que bon, les agressions sexuelles dans le cadre du travail, on les voit moins. Ou alors, on va les passer sous forme de blague en disant mais c'est Gérard, il est un petit peu comme ça, il est un petit peu taquin, et ça va être minimisé. Alors qu'en fait, elles sont là aussi. Hein. Ouais. Dans le cadre de la famille, c'est pareil. Pour rester vraiment sur la question du nationalisme et de tout ce qui est féminisme de droite, entre guillemets, je le mets entre guillemets parce que je préfère dire féministe conservateur, qui regroupe tout ce qui est nationalisme, transphobie. En fait, c'est vraiment les parts de féminisme qui sont vraiment anti-science presque, c'est beaucoup des féministes qui ont été utilisés par des mouvements politiques. On remarque beaucoup de groupuscules politiques très à droite qui utilisent, par exemple, en Angleterre, la LGBT Alliance, qui est un groupe censé être féministe et anti-homophobie, mais qui est foncièrement anti-trans. Donc il a été très utilisé par certains partis, il a été très médiatisé aussi par J.K. Rowling, mais voilà, c'est quand même des gens qui militent pour les déconversion des personnes trans et pour des choses extrêmement dures, quoi. Mais oui, effectivement, ces féministes, ils existent, ils sont anti-science. Après, peut-être qu'on n'en a pas trop parlé parce que c'était pas tellement le sujet. On manquait de temps, je pense. Mais moi, je voudrais juste faire une parenthèse pour dire aussi que là, il y a la question de comment est-ce qu'on décide comment on qualifie un mouvement et comment il est qualifié de féminisme ou pas. C'est-à-dire que si on prend juste la façon dont les mouvements s'auto-définissent, en fait, ça voudrait dire que n'importe quel mouvement qui se revendique de gauche est de gauche parce qu'ils ont décidé qu'il l'était, que n'importe quel parti qui décide qu'il est progressiste, il l'est, parce que dans ce cas-là, tous les pays qui ont démocratique dans leur nom sont des pays démocratiques. Je vous laisse compter le nombre d'exemples que ça fait. Voilà, ça, et donc là, une analyse, on va dire, socio-historique des mouvements dont tu parles, on peut penser par exemple dans le contexte francophone au collectif Némésis qui se revendique comme féminisme. En fait, quelqu'un qui étudierait les mouvements pour les droits des femmes, enfin, en tout cas l'évolution des droits des femmes et les luttes, en fait, probablement que ces mouvements-là seraient un peu hors sujet parce que quand on regarde réellement ce qui est défendu, il n'y a pas vraiment de programme en fait de changement de la société, c'est anecdotique, c'est de l'instrumentalisation effectivement xénophobe, etc. Mais quand on regarde vraiment ce qui est défendu par ces collectifs, en tout cas pour le collectif Némésis qui se dit féministe de droite, c'est effectivement plutôt des émanations de mouvements de droite et d'extrême droite. Et les militantes étaient déjà des militantes de ces mouvements. Et en fait, c'est la constitution en collectif féminisme, en fait, c'est 100% une tactique. C'est une tactique. Voilà. Et juste une dernière chose, quand vous avez parlé d'écoféminisme, vous avez beaucoup axé sur tout ce qui est médecine alternative et dérives sectaires. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Geneviève Pruvost, Quotidien politique. C'est une sociologue donc, qui a écrit ce livre. Vous la connaissez ? Je n'ai pas lu le livre, mais ses articles scientifiques, oui. D'accord. Et du coup, dans ce livre-là, moi, ce qui m'embête toujours sur les zététistes, c'est qu'ils pensent
quand on dit que les dérives sectaires, c'est juste parce que les gens n'ont pas la connaissance ou se disent qu'ils réfléchissent mal, mais peut aussi y avoir des raisons sociales. Par exemple, le fait que les femmes ne viennent, viennent moins à l'hôpital que les hommes, c'est aussi parce qu'elles subissent des violences médicales ou obstétricales. Et comme on va dire exemple concret, c'est les personnes qui ne veulent pas accoucher à l'hôpital. Souvent, c'est parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir ces violences-là. Et dans les cas de déchirements vaginaux, on les coud de manière très serrée, et c'est ce qu'on appelle le point du mari. Oui, c'est que tout à l'heure, quand j'ai évoqué les critiques féminisme, de la rationalité, de la science, en tout cas de la façon dont ça a été utilisé, en fait, ça englobe aussi une critique de la médecine contemporaine. Et effectivement, c'est très compliqué. Mais enfin, je pense que les personnes qui travaillent sur les thérapies alternatives connaissent bien ça. C'est-à-dire que le problème, c'est de défendre une méthode scientifique en essayant de discuter avec des personnes pour qui la médecine... c'est l'ensemble, en fait. C'est la méthode, les personnes qui le font, les praticiens. Et donc, quand on a forcément des expériences violentes à l'hôpital ou dans des contextes scientifiques, on peut penser aussi aux personnes qui ont subi des choses très difficiles de la part de la psychiatrie. En fait, encore une fois, il y a des très bonnes raisons dans les trajectoires personnelles de s'opposer à ça et finalement d'être dans un rejet complet à la fin. Encore une fois, c'est multifactoriel, quoi, en fait. On ne peut pas dire c'est simplement que les gens, ils sont cons. C'est triste à dire. Ce serait tellement plus facile. Il y a plein de manières d'être con, en plus. Donc ça explique pas. Ah, il y a plein de manières, hein. En plus. Mais même sur les Et puis on est toujours le con de quelqu'un. Mais sur les écoféminismes, il y a aussi, par exemple, beaucoup de femmes qui vont être intéressées aussi par le fait qu'il y ait des groupes de parole et que des fois, ça fait des espaces où il y a la possibilité de dire des violences qu'elles ont vécues et qu'elles ne peuvent pas dire à côté parce que, par exemple, un psychologue, ça coûte cher, tout le monde n'a pas les moyens, et des fois, d'avoir des endroits où elles se sentent à l'aise, etc., ça peut aussi attirer vers ces endroits-là. En fait, on dit où il y a des personnes qui sont là, qui sont à l'écoute, etc. Alors, on a une question d'une femme. Il y en a une autre en haut d'ailleurs. Ah super. Bonjour et merci à toutes les quatre. Alors c'est une question-réflexion pour poursuivre là-dessus. Donc moi je suis féministe aussi et j'habite en Ariège qui est une terre avec beaucoup de personnes qui ont beaucoup de culture alternative, on va dire, pour englober tout un tas de choses. Et je vais revenir un petit peu sur ce que tu disais, je crois, à la fin, par rapport au fait que, en fait, finalement, tout ce qui est dénoncé par la zététique, tous les thèmes qui sont traités par ces courants-là, ce sont des thèmes qui sont beaucoup féminins, donc les parasciences, la question de l'horoscope, etc., par exemple. Et en fait, pour moi, c'est aussi une question de valeurs, donc toutes ces valeurs qui sont démontées par le rationalisme et qui sont les valeurs, du coup, du care, des sensations, etc., et auquel moi j'aimerais trouver une manière en fait de me raccrocher à ces valeurs-là, tout en permettant à ces femmes qui y trouvent un refuge de quand même avoir une pensée rationnelle. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, parce qu'en du coup, en tant que féministe, je m'intéresse principalement aux femmes, et c'est là que je trouve le point d'accroche hyper intéressant entre le féminisme et la zététique, c'est que comment on fait pour ne pas critiquer ces valeurs et ces refuges, tout en leur permettant, du coup, de développer un esprit critique. Moi, j'adhère à la réflexion complètement, puis c'est aussi ma démarche. Par exemple, j'ai un compte Instagram où je discute souvent avec des personnes féministes, où il y a aussi beaucoup de personnes écolos dedans, et donc aussi une certaine perméabilité, certaines approches, par exemple la naturopathie qui est très en vogue. Et effectivement, c'est aussi ça un petit peu que j'essaie de faire, en fait. En fait, je pense que c'est beaucoup plus facile de discuter de ça quand les personnes elles savent déjà qu'elles ont en commun avec nous, justement, le féminisme, un certain nombre de valeurs, etc. Et le fait de voir que, malgré tout, on a un regard critique sur ces thérapies et que ce regard critique, il n'est pas lié à une tentative de définir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ça c'est rationnel, c'est bien, toi t'es pas rationnel, c'est pas bien. Mais si c'est visible que notre démarche, en fait, c'est de donner des outils qui sont précisément des outils d'émancipation, on est plus audible, je pense, en fait. Et donc, du coup, je pense que c'est une position intéressante à avoir, mais je pense qu'il y a plein d'initiatives qui arrivent à être tout à fait dans l'écoute, dans le care,
Ouais, dans le rejet aussi de certaines formes caricaturales de neutralité, etc. Et qui pour autant sont aussi, voilà, comme on disait, des savoirs critiques. En fait, il faut aller chercher ces choses-là, il faut les proposer en alternative, en fait. Parce que je reviens sur l'exemple de la naturopathie, bon, il y aura des interventions dessus pendant les règles. On peut avoir l'exemple du mouvement des sorcières. Ouais. Beaucoup, hein, oui, voilà. Les gens sont raccrochés à l'image de la sorcière parce que on a longtemps exclu les femmes des compétences scientifiques, que ce soit la médecine ou autre. Alors au lieu d'être médecin, c'était les guérisseuses. Et c'est quelque chose qui est très à la mode, bon, surtout depuis le livre de Mona Chollet, mais c'est à la fois bien et triste parce que ça a regroupé des gens, mais ça n'a pas forcément regroupé des gens autour de choses qui sont, comment dire, qui sont pas du bullshit en fait. Ce serait intéressant d'arriver à justement ne pas attaquer les gens sur ces choses qui les réunissent, qui sont souvent liées au care justement, à toute cette féminité en fait qu'on essaie de retrouver, d'avoir entre nous et d'avoir quand même une base scientifique quoi. Donc c'est. En fait, ce que ça nécessite avant tout, c'est d'essayer de comprendre en fait, de dire oui. On peut pas. Enfin, ça, c'est très difficile d'aider quelqu'un à sortir de certaines dérives et de certaines pratiques si on ne comprend pas pourquoi il y adhère, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qui se passe en fait. Et pour le comprendre, les meilleurs outils qu'on a, c'est notamment quand c'est des mouvements sociaux, c'est des sciences sociales, pour essayer de comprendre pourquoi les gens ils adhèrent à ça, à quelle place ça a dans leur vie, comment le mouvement il se structure, qu'est-ce que ça fait aussi d'étiqueter les gens, de dire à telle personne tu es irrationnel. Parce que ça aussi, ça a un effet en fait sur les personnes. Et d'ailleurs, ce que tu pointes, ça a été un petit peu étudié. Il y a eu un article par des chercheuses qui ont étudié le mouvement sceptique en Finlande et qui ont étudié notamment le magazine sceptique du coin en essayant de regarder comment est-ce qu'on parlait des hommes, comment est-ce qu'on parlait des femmes dans ce magazine et dire en fait ils utilisent un terme en finlandais qui dit homme de science et dès qu'ils parlent des scientifiques ils disent l'homme de science. Par contre dès qu'ils parlaient des femmes c'était les recettes de grand-mère, les femmes et c'est un groupe très très vague et dire ouais mais c'est des petites choses subtiles comme ça mais qui créent un petit peu cette opposition. Et puis ça allait avec des petites piques, des petites moqueries, et dire ouais, mais en fait, du coup, ça contribue à les exclure. Et du coup, si le but c'est vraiment de permettre aussi à ces personnes des fois de sortir de certaines choses, ça va pas du tout marcher. Alors, on va prendre une dernière question parce que l'heure tourne et qu'il faut qu'on libère la salle pour la conférence suivante. Bonjour, je prends la conférence à la fin, je suis désolée, donc peut-être que ça a été abordé, mais on est vraiment très proche de la question qui vient d'être posée. J'ai aussi vécu en Ariège, je suis contente de plus y vivre. Voilà, j'adore l'Ariège, mais c'est compliqué. Et oui, je réappuie sur sa question en fait, parce que je trouve que je me demande vraiment comment on peut allier et la zététique et l'esprit critique et la rationalité et être féministe aujourd'hui. De la même façon que je trouve que c'est compliqué d'être dans une démarche féministe et de ne pas être contre quelque chose. Voilà, contre les hommes, contre autre chose. On est dans un, je trouve, rapport de force en tant que femme sur tellement de sujets, sur tellement de choses, comme vous disiez, les autres sont cons, c'est beaucoup plus complexe. Et je trouve qu'en tant que femme, finalement, on est tellement peu considérée en tant qu'individu, c'est-à-dire au-delà du sexe, en fait, en tant qu'individu pensant, que dans tous les mouvements que j'ai fréquentés qui se revendiquent féministes, soit on était contre quelque chose, soit on était dans tout ce qui est féminin sacré, la puissance de la femme. Et c'est très tentant, en fait, en tant que femme, de se dire qu'à un moment donné, nous aussi, on a une puissance, nous aussi, on vaut quelque chose. Et je n'ai pas réussi à trouver un équilibre là-dedans, moi. Donc je me revendique d'une tendance féministe, mais c'est très compliqué pour moi d'adhérer à un mouvement féministe parce qu'on y retrouve tellement de choses totalement irrationnelles, mais qui, effectivement, nous permettent aussi de tenir un peu, de reprendre une certaine dignité,
que, comme vous disiez, c'est très délicat, comme la zététique en général, de dire à quelqu'un, mais non, ce que tu crois n'est pas ce que tu crois. Regarde autrement, parce que si la personne le regarde comme ça, c'est qu'à un moment donné, elle en a besoin. Et c'est, je trouve, toute la subtilité des mouvements féministes qui nous manque beaucoup, c'est qu'en tant que femme, on puisse revendiquer une dignité, un droit d'être qui on est en tant qu'individu, sans avoir besoin en fait de se réfugier dans ces niches qui, pour moi, alors pour effectivement avoir vécu en Ariège, bon, ça a un petit peu peut-être exagéré le truc, mais je trouve que ces mouvements qui se revendiquent féministes et qui sont dans des médecines alternatives dangereuses. Je ne revendique pas que toutes les médecines alternatives sont dangereuses, mais il y a vraiment, c'est larvé de partout et c'est très très présent. Les mouvements du féminin sacré, les groupes de parole comme ça accroche beaucoup plus de gens que tout ce qu'on peut faire sur la zététique, par exemple. Voyez ? Et là, je ne sais pas comment me positionner, moi. Je comprends, mais je pense que c'est une question politique que vous pensez aussi. C'est aussi la question de comment on transforme une condition commune, des affects communs, etc., dans la construction d'un projet politique, parce que c'est ça le féminisme, en fait. C'est un projet de changement de la société. Et c'est vrai que l'idée, c'est évidemment qu'en passer par l'échange de paroles, l'échange de vécu, etc., ça en fait partie. Mais en fait, ça ne peut pas être juste ça. En fait, c'est de revendications, c'est une vision des rapports sociaux et de la façon dont on va les transformer. Et donc, c'est aussi un objectif politique et c'est aussi des stratégies. Et c'est ça qui est difficile, hein, mais c'est difficile dans tous les mouvements sociaux, je pense, d'arriver à cette transformation. Et ce que vous disiez sur les refuges, c'est intéressant comme terme, mais du coup, ce qui est important, c'est d'identifier de quoi ces personnes-là se réfugient exactement, en fait. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes d'action collective qui pourraient se substituer à ces refuges et qui construiraient autre chose? Mais ça, c'est une vaste question. Je doute qu'on la. Je pense que c'est super intéressant presque de finir là-dessus, c'est que effectivement, c'est peut-être là qu'il y a quelque chose à faire. Le féminisme, c'est des vagues, c'est des courants, c'est des mouvements. On a dit que c'est plutôt les féminismes. Peut-être que justement, il y a à créer quelque chose de nouveau. En réponse à toute cette vague de féminin sacré, d'essentialisme qui revient à la mode, de sorcières, peut-être que justement, nous, femmes sceptiques et féministes, on a quelque chose à créer aujourd'hui. Et ce sera le mot de la fin. Merci mesdames. On peut applaudir Irène Courtin, Pauline Boutty et Charlotte Barbier. Merci vraiment à toutes les trois. Alors, vous le savez, hein, le principe, c'est qu'il y a beaucoup de conférences sur 2 jours. La prochaine, si ça vous intéresse, ici, en tout cas, c'est QAnon, théorie du complot ou religion. On attaque ça dans 3 minutes.